Siz de istediğiniz soruyu sorabilirsiniz bana. Sizin de dertlerinizi dinlemeye hazırım. Bonjour à tous, Bonjour. Je suis Guillaume Giovannetti. Et Charles Zincirci. Voilà, et on est très heureux d'être avec vous pour quelques minutes pour vous parler un petit peu de Confidente, notre 4e long métrage. Sur ce film-là, contrairement à nos films précédents, c'est un événement particulier qui a été l'élément déclencheur du projet. C'était malheureusement le tremblement de terre qui a eu lieu dans le sud-est de la Turquie au début de l'année 2023. Et c'est surtout, en fait, nous nous sommes rendus compte avec surprise et aussi douleur que les conséquences et les discours en fait des responsables sur ce tremblement de terre en 2023 ressemblaient énormément à celui du tremblement de terre en 1999. C'est un pays de tremblement de terre et donc cette catastrophe peut arriver à tout moment, mais à 20 ans, 25 ans d'écart, le discours des responsables ne change absolument pas là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait exprimer nos sentiments là-dessus en tant que cinéaste indépendant était en fait le point de départ de ce projet. Mais nous ne voulions surtout pas montrer des images d'archives parce que le tremblement de terre c'est quand même vraiment horrible. Alors nous nous sommes dit comment pourrait-on faire pour exprimer ce que nous voulons dire sans montrer des images de cette horreur-là. Et juste à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte qu'en 1999, donc la fin des années 90, en Turquie, les téléphones roses faisaient fureur. Donc on s'est dit pourquoi pas combiner les deux. Ça nous éviterait de montrer des images et nous pourrions donner aux spectateurs l'opportunité d'imaginer ce qui se passe à l'autre bout du fil. Voilà, surtout qu'en plus, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de notre cinéphilie tous les deux dans les années 90 avec les grands maîtres iraniens pour lesquels le hors-champ, qu'il soit visuel au niveau du cadre ou sonore, était primordial. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, cette opportunité de traiter d'une opératrice de hotline, de téléphone rose, pendant le tremblement de terre de 99 allait nous permettre de créer une sorte de huis clos, sachant que dans tous nos films on aime bien tendre vers le genre. Notre premier long métrage, Nour, c'est un road movie. Le second long métrage qui s'appelle Ningen, qu'on a fait au Japon, était un film qui tendait vers le fantastique. Cybèle, il y a des armes, on est dans une nature sauvage, c'est une sorte de western sauvage d'une certaine façon. Et là, d'un seul coup, on avait cette chance de pouvoir faire un huis clos, donc on s'est un petit peu donné à fond dans ce genre-là. Donc le scénario a été écrit en une dizaine de jours et donc le tournage a eu lieu que 2 mois après, donc la fin de l'écriture. On est allé vraiment vite et là nous avons vraiment eu la chance aussi de pouvoir avoir autour de nous des gens avec lesquels nous avions déjà travaillé. Effectivement, le premier à nous avoir rejoint, qui nous a beaucoup encouragé à faire à nous lancer dans cette aventure, avant même qu'on écrive le scénario juste sur la base de l'idée, ça a été notre chef opérateur Éric Devin, avec qui on avait collaboré déjà sur Cybèle, qui avait été une collaboration extrêmement fructueuse et humainement très riche. Nous, on aime bien aussi écrire avec quelqu'un en tête. On a eu immédiatement quelqu'un en tête, ça allait être chez Aksoy, et elle l'a lu, je pense, en une journée, très vite. en me disant que bien sûr qu'elle était disponible pour faire ce rôle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on le fasse si vite parce qu'elle l'a lu, je pense, en août ou en juillet 2023, et puis on a commencé le tournage en septembre, donc les choses sont allées effectivement très vite, mais en tout cas elle s'est impliquée énormément. Nous avions fait des recherches bien sûr sur le téléphone rose et sur toute cette nuit qui s'était passée le 17 août 1999 à Istanbul et à Ankara, et elle-même a fait ses propres recherches. Elle s'est impliquée en allant également rencontrer des opératrices de téléphone rose de son côté. Elle a même rencontré une opératrice qui fait aujourd'hui de la thérapie sadomaso pour la séquence d'ouverture. Donc la scène d'ouverture, elle est un peu différente de ce que nous avons écrit. Donc ça a été tourné avec les suggestions de Saadet, qui a donc rencontré cette personne. Elles ont échangé beaucoup et après quand elle est revenue de son rendez-vous, elle a dit notre scène d'ouverture elle est un peu bisounours quand même, là on peut faire mieux que ça si on doit traiter de ce sujet. Donc la scène d'introduction du film, c'est donc une scène qui a été faite en collaboration étroite avec Saadet et on a vraiment pris ces suggestions en compte.
Voilà, et donc son implication a été totale. Et je me souviens qu'en fait c'était assez particulier parce qu'on allait faire un film où le son était très important, le hors-champ était très important, et beaucoup de gens ont été contactés dans cette période-là, avant le tournage à l'été 2023, par l'intermédiaire de messages vocaux, un petit peu comme des sortes de bouteilles à la mer, qu'on jetait comme ça parce que quelqu'un nous avait recommandé quelqu'un par ailleurs de son réseau. Et c'est assez intriguant de regarder les choses a posteriori. De les réécouter. Et de réécouter tous ces messages qui d'une certaine façon racontent un petit peu la genèse, ou en tout cas la fabrication de toute la préparation qui a amené au tournage. Donc bien évidemment, qu'en parallèle de trouver des gens pour nous aider à faire ce film, contrairement à nos films précédents où en fait on tournait dans des décors naturels, à des époques contemporaines, là c'était un film d'époque, même si l'époque ce n'est qu'il y a 25 ans, donc il nous fallait un studio. Et comme en fait on voulait faire une espèce de geste cinématographique, tourner ce film rapidement à cause de l'événement qui s'était passé, le tremblement de terre, et de l'urgence de traiter ce sujet, et de notre volonté de tourner quelque chose de façon légère et flexible, du coup, on a commencé à réfléchir où est-ce qu'on pouvait tourner ça. Et il s'avère que dans la lointaine banlieue d'Ankara, au milieu des steppes, la famille de Çağla avait une maison de campagne abandonnée. Et parce qu'en fait, après le décès de mon père, ma mère ne voulait plus y mettre les pieds, donc la maison était vide. Nous avions pensé à cette maison même pendant l'écriture. Quand on écrivait, voilà, avec les 2 étages, la mezzanine, la chambre rouge, la cuisine, etc. C'est vrai ça nous avait traversé l'esprit, mais le problème c'est qu'il fallait avoir l'autorisation de la propriétaire, c'est-à-dire ta maman. Voilà, et donc nous sommes allés voir ma mère. Et nous lui avons exposé, disons, l'idée qu'on voulait utiliser cette maison vide pour tourner donc un film à l'intérieur. Et il a dit, très bien, mais je veux lire le scénario. Donc, ok, très bien, on lui donne le scénario. Et elle revient vers nous le lendemain en disant, très bien, ok, vous pouvez faire ça, mais je veux être là tous les jours pendant le tournage. Alors là, on ne savait pas trop quoi faire, parce que sur ce tournage-là, on allait vraiment faire tout. Donc on allait faire les chauffeurs, on allait nettoyer les toilettes, on allait faire le thé. Et donc on se disait, mais peut-être qu'elle peut vraiment nous aider aussi à faire la régie sur le tournage. Et c'est à ce moment-là que Guillaume s'est retourné vers moi. Il a dit, mais il y a des opératrices de téléphone rose dans le centre. Est-ce que tu penses que... ta mère serait d'accord pour faire la figurante. Et là, à notre surprise, ma mère a accepté de faire la figurante. Et non seulement ma mère, ma tante est arrivée, leur meilleure copine est arrivée, la femme de mon cousin est arrivée, et des amis à mon frère étaient là aussi. Donc toute la famille a débarqué. Action! Ay bu ne kız? Apaçı mı takılıyorsun? İyice uzat da bir de fiyonk bağlayalım bari. Ay abla yapma ya Allah aşkına. Zaten anavatan kan ağlıyor. Aşağı mahalle kan gölüne dönmüş. Bir de kılla tüyle uğraşamayacağım vallahi. Elles ont fait un très bon boulot aussi parce qu'elles se retrouvaient face à des actrices professionnelles, donc Saadet Işıl Aksoy et Nilgün Türksever, qui les ont vraiment aussi aidées en fait à faire les prises, les reprises. Donc c'était une sorte de travail d'entraide entre toutes ces femmes-là, et donc que nous avons observé avec grand plaisir d'ailleurs. D'autant plus que la maison, malheureusement, depuis le décès de ton père, était vide et que ta mère ne voulait plus trop y retourner. Le fait qu'elle participe à cette expérience-là a donné une autre résonance à ce lieu. D'autant plus qu'une des exigences de sa maman, c'est que, ok, on l'utilise pour construire le décor, donc on a abattu des murs, construit d'autres murs, la chambre rouge n'existait pas, elle a été construite de toutes pièces, on a changé la cuisine, on a changé le salon. C'est vrai qu'il y a cette petite scène que je ne vais jamais oublier, donc il y a la déco qui est entrée dans la maison en train de casser un mur, et ma mère était là avec son petit chiffon à essayer de nettoyer les fenêtres en disant c'est un peu sale ici. Donc c'était un peu traumatisant pour elle, et du coup elle a exigé, comme je racontais, qu'on rende la maison exactement dans l'état dans lequel on l'avait prise, en reconstruisant la plupart des choses, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait.
il était une fois, c'était ma cuisine ici. Hein. Mais là, non, ça va redevenir, vous en faites pas. Grâce à notre équipe d'éco qui est restée une semaine après le tournage pour redétruire tout ce qu'ils avaient construit un petit peu à leur grande dame, hein, d'une certaine façon, et rendre la maison en l'état. Donc aujourd'hui, la maison est exactement pareille qu'elle était avant, simplement que voilà, on a eu la chance de pouvoir tourner confidente à l'intérieur. En parlant de la déco, qui est aussi un personnage dans ce film, vu que en fait, ça a énormément contribué à l'histoire et à l'image. On devrait quand même citer Osman Özcan, qui avait aussi travaillé avec nous sur Sibel, et son équipe avec Cam, Alpal et Nezihé. Donc ce sont des gens extrêmement précieux pour nous. Donc voilà, une fois que cette équipe était réunie et une fois qu'on a réussi, quelques heures avant le début du tournage, à finir le décor de ce film, on a eu la possibilité donc, et la chance de pouvoir le tourner avec cette équipe hyper investie. Ça a été un tournage extrêmement rapide, on a tourné sur 14 journées, est allé sur 3 semaines, donc en fait vraiment ça a été le tournage le plus court qu'on ait jamais fait. C'était bien évidemment facilité par le concept du huis clos, par ce dispositif-là, avec tout se passe en l'espace de quelques heures pendant une nuit, tout le monde a le même costume, toutes les actrices ont accepté de ne pas être maquillées. Saadet Chedaksoy n'avait rien en termes de maquillage, ce qui est assez courageux, qu'on a beaucoup respecté. Même en fait, quand les actrices n'ont pas vraiment de maquillage, ils ont quand même une sorte de maquillage invisible pour la caméra, et Saadet, ni Gun, ni les autres actrices d'ailleurs, n'ont absolument rien. Mais par contre, voilà, comme tout a été fait dans l'urgence et qu'on a tourné 2 mois après avoir fini d'écrire le scénario, on a eu des contretemps avec les gens qui travaillaient. Par exemple, Saadet, qui a une fille de 4 ans, nous a dit « mais moi j'ai pas trouvé qui que ce soit pour garder ma fille ». Et donc, du coup, elle nous a demandé si elle pouvait la porter sur le set. Donc, on a dit, nous avons dû bon. Bien évidemment, oui. Alors, ce qui était un peu paradoxal, vu le contenu de certaines des séquences, mais en fait, la petite jouait à l'extérieur dans le jardin, parce qu'il y avait un jardin très chouette autour de la maison, et notre directeur de production, qui lui non plus n'avait pas réussi à faire garder sa fille, qui avait à peu près le même âge, elles avaient 4-5 ans toutes les deux, elle nous a demandé si elle pouvait pas venir, ce qui était bien, parce que du coup, il y avait 2 petites qui jouaient ensemble, gardées par le chien de la maison, puisque toute l'équipe était à l'intérieur en train de travailler comme des fous pour faire entrer les séquences. Donc en fait, il y avait cette espèce de paradoxe. À l'extérieur, quand la production voyait les photos, on avait l'impression que c'était garderie et vacances. Et à l'intérieur, c'était le tournage d'un film avec les thématiques que vous avez vues, qui peuvent être un petit peu délicates. Non, ce film-là est vraiment très important pour nous parce que ça nous a permis de combiner, de mettre ensemble, de rassembler notre famille de cinéma. Tous ces gens-là avec lesquels on a travaillé, on a gardé des super bonnes relations, je dirais, et avec lesquelles nous travaillerons mais les yeux fermés pour les prochains projets. Et notre famille, notre vraie famille, on les a vus ensemble, on a travaillé ensemble, on a passé des moments inoubliables. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Voilà, et ces 2 familles étaient vraiment intrinsèquement liées d'une certaine façon, parce qu'en même temps qu'on était en train de diriger la maman de Charla pour les séquences avec les femmes, dès qu'on faisait une pause, Saadet, qui était donc la maman de l'autre petite qui était sur le set, courait pour préparer le repas pour sa petite, parce que bien sûr il n'y avait personne qui pouvait le faire. Donc vraiment c'était un tournage multifonction à ces Transformers. Mais ça nous a aussi donné un côté extrêmement libre et indépendant. Nous avons vraiment pu gérer nos horaires de travail comme nous le voulions. On ne courait pas après le soleil, ça c'était vraiment quelque chose qui m'a fait prendre goût au huis clos. Du coup, elle n'arrête pas de dire vas-y, on refait 3 huis clos dans les prochains films. Alors je suis pas sûr, mais en tout cas, peut-être qu'on en refera un genre. Parce qu'en fait, l'histoire de le soleil va se coucher, il faut se dépêcher. Non, en fait, on faisait les pauses quand on le voulait. Donc les parents pouvaient s'occuper de leurs enfants quand ils voulaient. Et on était vraiment dans une mode de travail extrêmement stricte, mais qui convenait à vraiment tout le monde, qui pouvait rendre confortable les acteurs, l'équipe technique et les réalisateurs que nous étions. Donc c'était vraiment fantastique, on voulait vraiment faire l'expérience à nouveau. Et ce qui nous a vraiment touché, c'est que la plupart des gens qui étaient disponibles à ce moment-là nous ont rejoints justement pour eux aussi mettre leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire on a vraiment senti que la présence de chacun, on a quand même eu des grands comédiens en Turquie, on a bien sûr parlé de Saadet,
mais nous avions également Mohamed Uzunal qui jouait le procureur, Erkan Kolçak-Köstendil avec qui on avait déjà travaillé sur Sibel, c'est lui qui jouait le fugitif Ali qui se cachait dans la forêt, et beaucoup d'autres qui nous ont rejoints. Tout le monde était très très pris par leurs engagements respectifs à ce moment-là, mais tout le monde a voulu nous aider à mettre sur pied ce projet. Et on a été les premiers touchés de leur participation. Oui, ce film est vraiment très important pour nous parce que c'était comme si les planètes s'étaient alignées. Tout le monde entourait ce film, vraiment dans un geste pour le cinéma. Donc c'est vraiment le cinéma qui nous a réunis autour de ce film. Voilà. Une fois le tournage terminé, bien évidemment, il a fallu s'atteler à tout ce qui était post-production. Et l'obtention de l'aide au cinéma du monde du CNC a été un sacré élément déclencheur. Oui, ça a été. Rani Massala des films du Tambour et Muriel Merlin de 3B Productions, qui donc étaient les producteurs qui nous avaient suivis dans l'aventure, nous ont conseillé de travailler avec un monteur assez exceptionnel, Voilà. Eric Catala, qui a été la bonne personne lui aussi pour ce projet, dans le sens où à partir du moment où on avait tout mis en boîte, maintenant il s'agissait de faire un huis clos qui fonctionne, où la tension générée par les séquences permettait de garder l'attention et l'apostrophe attention du spectateur. Et ceci à chaque seconde de tout le métrage. Et donc il nous fallait aller dans un style de montage qui n'était pas forcément celui de nos films précédents, parce que si on essayait de garder le même style qu'on avait sur quelque chose autant codifié qu'un huis clos avec une touche de thriller dans son style, ça n'allait pas fonctionner. Et notre monteur nous a beaucoup aidé à resserrer, à tendre les choses, à améliorer un certain nombre de choses dans le rythme, et le travail avec lui a été extrêmement précieux. C'est devenu quelque chose de vraiment tendu, avec des scènes qu'on pensait jamais pouvoir s'en séparer. On arrivait, et c'était déjà parti, c'était comme notre bras qui était coupé. Mais vraiment, nous sommes très 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 contents d'avoir travaillé avec lui aussi. Alors, on raconte toujours une anecdote qui est assez particulière, qui est autour du personnage de Sabiha. Comme vous le savez, donc elle se déplace avec une béquille. C'est pas explicité dans le montage final du film. Néanmoins, nous, la façon dont on avait conçu les choses par rapport à cette béquille, c'était que le personnage de Sabiha avait eu une sorte de maladie ou d'accident quand elle était toute petite, dans sa plus petite enfance, et qu'ensuite ça avait été pas forcément bien soigné. Elle a 40 ans en 99, donc elle est née à la fin des années 50, donc du coup c'était les années 60, 70 et les choses n'ont pas été forcément bien soignées pour elle, et du coup elle était souvent confinée à la maison, elle avait moins de vie sociale, etc., à cause de ce handicap qui lui a aggravé sa vie, mais pour autant elle avait développé une capacité à parler aux gens avec le téléphone, avec les lignes fixes, et donc du coup c'est comme ça qu'elle a développé cette habilité à contrôler sa voix, à raconter des histoires, à s'adapter à son interlocuteur, qui lui sert beaucoup dans le film. Pour autant, quand on a commencé le montage, le film faisait 2 heures, qui était beaucoup trop long. Il y a beaucoup d'éléments qui ont dû partir pour justement resserrer la narration, et c'est une des séquences qui a dû passer à la trappe malheureusement. Après, c'est vrai que nous on fait des films où on propose du sens, où on propose une histoire, et on aime bien à ce que le spectateur soit participe activement à cette histoire. Donc c'est vrai que souvent les spectateurs nous ont dit: ah oui, mais moi je pensais que c'était son mari qui l'avait battu. Même une spectatrice nous a dit: mais non, mais je voulais pas savoir votre avis, moi je pensais que c'était son mari qui l'avait battu. Donc voilà, c'est un peu, ça reste un peu à l'imagination du spectateur de pourquoi Arzu, donc Sabiha, a une béquille. Voilà, bien sûr, la dimension extrêmement importante qui était la gageure principale presque du film, c'était la création sonore. Voilà. Peut-être qu'on peut aussi commencer à raconter à partir du tournage que en fait tous les acteurs, même ceux qu'on ne voit pas le visage, ont été présents sur le tournage, donc ils se sont déplacés. Et on leur remercie énormément d'avoir fait aussi ce geste pour nous. Un acteur qui se déplace sur un tournage en sachant qu'il ne va jamais être filmé, c'est quand même quelque chose. Donc nous avons des acteurs qui ont accepté de faire ça. Et parmi ces acteurs, il y a des grands acteurs de théâtre extrêmement connus qui ont accepté ce jeu. Et c'est ça qui nous a permis en fait de vraiment rendre crédible un film dont on ne voit qu'une seule femme pendant 1h15 et elle ne sort absolument jamais du cadre, et on l'entend parler à des interlocuteurs qui sont vraiment sur le lieu de tournage. On a créé une petite pièce donc en dehors de la pièce centrale qu'on voit dans le film. Donc ces acteurs-là sont là, assis sur un canapé, en train de donner leur vraie réplique à Saadet. Yok es yok, ne olur ölme sakın ölmeden. Evet. Ha bir yapalım mı? Sadece böyle İtalyan düz.
Söylesen de fark etmez Arzu. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun zaten. Evet tamam oradan alalım o zaman. Ben sana replik vereyim mi? Sen anlat şimdi bana. Yo, ben direkt oradan gireceğim. Tamam canım tamam. Erdem Bey, size söz... Bella Bellevue. orada beklemek zorunda değil misin Değil. galiba? Hava almaya çıkabilir misin? Voilà, je prends le téléphone, je... Et surtout, on doit énormément remercier İlber Uygar Kaboğlu qui joue en fait le jeune sur les décombres, et Osman Alkaç qui est un grand acteur de théâtre, qui ont tous les deux accepté de venir sur le tournage en sachant qu'ils n'allaient pas être filmés. Et donc pour İlber qui avait à l'époque que 18 ans, il arrive sur le tournage, on le met dans la petite pièce, on fait la première prise, et il vient nous voir, il dit « Mais moi, en fait, je n'arrive pas à vraiment entrer dans mon rôle parce que est-ce qu'on peut pas mettre un poids sur moi, quelque chose qui va me faire sentir écrasée ?» On dit « Non, mais ça va pas parce que maltraitance des acteurs. Ça... Oui, non. Il a dit là l'escabeau là, et donc du coup en fait on lui a mis un escabeau pendant toutes ces séquences pour qu'il se sente, qu'il soit dans son personnage, voilà. Donc chacun vraiment ont beaucoup donné du leur, bien sûr dans leur jeu, dans leur façon d'être. Alors c'était intéressant parce que cette fois-là, pour la première fois, on avait souvent casté des gens les yeux fermés, juste en les écoutant. La voix d'acteurs comme Mohamed Uzunal ou Osman Alkaç sont assez impressionnantes intrinsèquement. D'autres acteurs comme Kıvanç Kılıç qui joue Farouk composaient une nouvelle voix, c'est-à-dire que quand Kıvanç avait parlé la première fois, on s'est dit non, ça va pas du tout, sa voix elle va pas coller, elle est pas assez précise, mais il rejouait quelque chose pour créer le personnage de Farouk. Donc toutes ces voix-là étaient extrêmement importantes pour qu'elles soient identifiables le plus possible dès qu'on les entendait, pour qu'on ne soit pas perdu parce qu'on ne les voyait pas. Mais au-delà de leur voix et de leur capacité à jouer, vous pouvez imaginer que toutes les atmosphères que nous on avait imaginées en écrivant le scénario, que ce soit pour recréer l'environnement de la fête, par exemple, où se trouve le procureur Farouk, l'environnement où se trouve Monsieur Alden au début ou César à la fin, et les environnements par lesquels passe le personnage du procureur au fur et à mesure de son cheminement, à partir du moment où il a fui la fête parce que ses intentions avaient été démasquées. Tous ces environnements-là n'existaient bien sûr pas sur le set, et il y a eu un énorme travail de création sonore qui devait être en accord avec la gageure du pari du film. Donc on doit citer maintenant du coup nos deux monteurs son. Le premier étant Jocelyn Robert. Nous n'avions jamais travaillé ensemble, mais nous avions entendu plus que du bien sur lui, donc on avait vraiment l'intention de travailler un jour avec. Donc il est arrivé assez vite aussi pendant la procédure de post-production. Et comme il avait fait déjà des fictions radiophoniques, il avait à cœur de mettre à profit cette expérience-là, et c'est vraiment de ce point de vue-là qu'il a travaillé. C'est-à-dire qu'il a recomposé tous les espaces, il a fait beaucoup de suggestions, il a apporté énormément de matière. En fait, ça ne s'entend pas forcément dans le film, mais on a 80 couches de son pour recomposer les différents éléments, pour être le plus précis et le moins ambigu possible. Donc il a apporté déjà beaucoup dans la première moitié du processus de montage son. Et ensuite, on a un second monteur son qui est arrivé. Nicolas Trantron qui est arrivé aussi, et donc lui aussi, il a repris le projet avec autant de motivation que tous les autres gens qui travaillaient sur le film, et il a aussi amené sa touche sur ce montage qui est vraiment un des éléments les plus importants de ce film. Et donc tous les espaces, toutes les ambiances, en fait toutes les nouvelles idées de comment on va former des bulles à l'intérieur des séquences pour que Arzu, quand elle parle à des clients, qu'elle puisse avoir en fait des tonalités de voix différentes. C'est toujours en fait là où on parle vraiment de l'apport de Nicolas. Et même la couleur des voix ont été beaucoup travaillées, entre autres, avec beaucoup d'autres éléments, par notre mixeur Loïc Collignon, qui a excessivement bien travaillé sur le film également. Tous ces gens-là nous ont été conseillés par la société luxembourgeoise de coproduction du film, Bidibule Productions, qu'on remercie encore de nous avoir rejoints à bord après notre collaboration sur Cybelle. De nous avoir fait confiance encore une fois, donc merci à Christelle et non. Quand on est arrivé à l'étape de la fin de la post-production, c'est là où notre vendeur international et distributeur Pyramide, qui en même temps que nos producteurs nous avait rejoints à bord, et ça c'était une très bonne nouvelle de retravailler avec Pyramide parce qu'ils font du super boulot. C'est à ce moment-là qu'effectivement il fallait que
on essaie de voir comment est-ce que ce film qu'on avait fait dans des conditions somme toute extrêmement modestes et dans un espèce de geste très rapide pouvait avoir les meilleures conditions pour une première dans un festival. Et immédiatement, Éric Lagesse, qu'on remercie au passage, nous a dit que le film avait de grandes chances de pouvoir être sélectionné à la Berlinale, et il s'est avéré qu'il a eu raison. Et donc, pour notre plus grand bonheur, le film a fait sa première dans la section de la Coupe du Panorama de la Berlinale cette année, en 2025. Et ça a été assez exceptionnel de voir d'où est-ce qu'on était parti sur la fabrication de ce film-là, et où est-ce qu'on arrivait d'avoir la chance de pouvoir montrer dans un festival aussi prestigieux le travail de toute cette équipe. Oui, et en fait, l'équipe ne nous a pas laissés seuls. Une bonne partie de notre équipe était à Berlin avec nous. Whatever happens from now on, let's leave this place with good memories. I'm so happy to have you. Now, attention here. Okay. Oh là 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 là. All right. Voilà, à partir du moment où le film a été invité à la Berlinale, bien évidemment qu'il fallait qu'il soit présenté par nous, mais aussi par les comédiens principaux. Saadet Eşeraksoy nous a rejoints, Erkan Kolçak-Köstendil également, avec qui on avait eu la chance de travailler précédemment sur Sibel, lui aussi a été présent. Elita Nacham était là. Voilà, qui joue la compagne entre guillemets du patron dans le film. Mais aussi on avait une actrice exceptionnelle qui nous a rejoint, qui a également été invitée, c'est Nevin Zengici, c'est-à-dire la maman de Charla, qui a été invitée comme 4e représentante des comédiens du film. Mes parents nous ont rejoints aussi par ailleurs parce qu'ils voulaient être de la fête également. Donc cette famille-là a continué à voyager, et à l'issue du festival, le film a été invité dans pas mal de festivals. Et ça continue de tourner, on l'a présenté dans beaucoup de pays, on part la semaine prochaine aux États-Unis pour le montrer là-bas. Le film va également sortir dans d'autres pays, mais pour nous, l'une des projections qui est à venir, qui est une des plus importantes, c'est la première en Turquie. Il y a quelques festivals principaux auxquels il vaut mieux participer pour commencer la carrière locale du film. Et le festival d'Antalya en fait partie, qui vient de nous sélectionner pour participer à la compétition internationale qui aura lieu donc le mois prochain. Donc voilà, c'est un honneur parce que voilà, nous on essaie toujours de faire des films les plus locaux, mais avec une dimension la plus universelle possible pour qu'ils parlent au maximum de gens sur la planète, mais il est très important pour nous de le montrer là où on l'a tourné, et donc du coup cette première en Turquie à laquelle vont participer encore une fois pas mal de gens de notre équipe, et on va continuer à se battre pour qu'il existe un petit peu partout. Voilà, et donc aussi grâce à notre distributeur, donc Pyramide, Éric Lagesse et Roxane Arnold et tout le monde de Pyramide, on adore travailler avec eux, on espère que ça va continuer.